Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de cette tournée US, faire un peu le tour au niveau du jeu déjà, Hansi Flick, ce qu'il a apporté à cette équipe, et on va parler aussi des perdants et des gagnants de cette tournée US au niveau des joueurs. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Les enseignements de cette tournée US, le bilan de cette tournée. Hier, je n'ai pas fait cette vidéo parce que bon, il y avait l'actualité Olmo, tout ça. Donc, on va commencer par les 3 gagnants et les 3 perdants de cette tournée US. Alors, c'est selon mon ressenti. Pas forcément du sûr, c'est pas, je vous dis pas que les gagnants là, ils vont être titulaires durant toute la saison et que les trois perdants vont partir. J'aurais pu citer beaucoup plus de gagnants ou peut-être plus de perdants, j'en sais rien, mais j'ai choisi de faire 3 et 3, comme ça c'est carré, tu vois. Donc quand on regarde déjà le temps de jeu, des joueurs, alors j'ai pas tous les temps de jeu de chaque joueur, je crois que j'avais vu passer l'info mais j'ai pas retrouvé. Celui qui a eu le plus de minutes de jeu pendant la pré-saison sur les 3 matchs City, Real, Milan, c'est Marc Casado au milieu. Il a joué donc 74-77 je crois les 2 premiers matchs et 90 minutes pour le dernier match. C'est le joueur qui a été le plus utilisé par Hansi Flick durant la pré-saison. Est-ce que ça veut dire qu'il va être titulaire indiscutable toute la saison? Pas forcément, c'est une info. Bref, donc ceux qui n'ont pas beaucoup joué pendant la pré-saison, on va les citer. Déjà, contre City, il y a 4 joueurs qui n'ont pas eu une seule minute de jeu. C'est Diego Kochen. Bon, Diego Kochen n'a pas eu une seule minute de temps de jeu durant la pré-saison. Diego Kochen, c'est jeune gardien de but. Donc, il y a lui qui n'a pas eu de temps de jeu et il y a Olmedo aussi, défenseur central qui est assez prometteur, qui a monté avec la B en fin de saison dernière, que je trouve intéressant, mais il n'a pas eu une seule minute de temps de jeu. Bon, il fera pas partie de la liste des perdants parce qu'au final, c'est un jeune joueur qui va forcément jouer avec la B cette saison, qui n'a pas de perdant, quoi, forcément. Même pour Diego Kochen, c'est un joueur pour probablement peut-être l'avenir. On ne sait pas si dans l'avenir il sera titulaire au Barça, j'en sais rien, mais le club compte sur lui. Mais ça n'en fait pas un perdant non plus, parce qu'il va jouer avec la B. Dans tous les cas, il n'y avait pas de potentielle rotation avec l'équipe première, évidemment. Donc bref, ceux qui n'ont pas joué contre City, c'est Kochen, Faye, Olmedo et Unai Hernandez. Ceux qui n'ont pas joué contre le Real, Kochen, Astralaga, Julián Naranjo, Cuenca, donc Andrés Cuenca le défenseur, Olmedo, l'anglais et Tony Fernandez. Ceux qui n'ont pas joué contre Milan, c'est Kochen, Astralaga, Julián Naranjo, Balde, Olmedo, Forte, Unai Hernandez, Torre et Darvish. Donc on voit, il y a plusieurs noms qui sortent, évidemment Kochen et Olmedo comme je l'ai dit. Unai Hernandez qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu durant la pré-saison. C'est une petite déception, je m'attendais à un petit peu plus le voir jouer, mais on a plus vu par exemple Quim Junior qui a fait une bonne pré-saison, qui a été excellent aussi, très très bon, très technique, très vif, voilà, une bonne qualité de passe, des déplacements, du pressing intéressant. Je vais pas me plaindre d'avoir vu Quim Junior plutôt que Unai Hernandez. Moi j'aime beaucoup Quim Junior aussi, c'est un de mes petits préférés chez les beaucoup plus jeunes. Je l'ai surtout vu jouer moi de base parce que je regarde pas trop les jeunes catégories au Barça, je regarde principalement la B, mais je l'ai principalement vu jouer avec la sélection espagnole, la Coupe du Monde des U17 que j'avais regardé. Il y avait eu Bernal, Cubarsí, Juan Hernandez. Juan Fernandez et Hernandez, je sais plus à chaque fois les gars. Bref, et Quim Junior. Donc Unai, on peut pas dire non plus que ça soit vraiment un perdant de l'histoire aussi, parce que je pense qu'il va encore rester avec la B, mais je pense qu'au bout d'un moment il va falloir réfléchir aussi pour lui. Je suis pas sûr qu'il reste beaucoup plus longtemps en équipe B. La saison prochaine il va probablement encore être titulaire avec la B. Il aurait pu faire ce petit saut parce que vraiment avec la B c'était un des meilleurs joueurs, à l'image de Pau Vitor et Casado. Voilà, il n'a pas été sélectionné par Flick, pas plus que ça. Tant pis, mais voilà, on verra pour son avenir plus tard. Donc, bref, on va pas rabâcher non plus encore trop longtemps. Pour moi, les 3 gagnants vraiment de cette pré-saison, c'est Pau Vitor, c'est, comme je le ressens, c'est Alex Valle et Marc Casado. J'aurais pu citer évidemment Bernal aussi, mais comme j'ai choisi 3 joueurs et que on va en parler, mais les latéraux, c'est pas trop ce qui va se passer, mais vu qu'il y a Julián Naranjo, il y a Hector Forte, il y a peut-être Koundé aussi latéral droit, et du coup Alex Valle qui a joué quasiment tout le temps latéral droit. Donc pour moi, le gagnant sans sous par rapport au poste et à la concurrence, c'est Alex Valle.
Bernal, je sais pas s'il sera titulaire, peut-être, j'en sais rien, en tout cas en début de saison avec les absents. C'est tout ce que je souhaite parce que franchement, il a fait une très bonne pré-saison. Mais comme je l'ai dit, s'il fallait choisir entre Casado et Bernal, Casado, il a joué, c'est celui qui a le plus joué pendant la pré-saison. On l'a vu beaucoup discuter avec Flick, des grosses discussions. Ça a même fait des comparaisons quand il discutait. Flick discutait avec Kimmich et là il discutait avec Casado. Bon, c'est des trucs à la con, mais donc j'aurais pu citer Gérard Martin aussi à gauche qui a beaucoup joué. Baldé qui est pas forcément à 100%, qui revient un peu de blessure petit à petit, donc ça explique aussi pourquoi il a partagé son poste. Donc Gérard Martin qui a beaucoup joué, Marc Bernal qui a été impressionnant, peut-être qu'il y a celui peut-être qui a le plus impressionné Marc Bernal avec Pau Vitor. Je l'ai pas mis dans les gagnants, mais moi ceux qui m'ont laissé la meilleure impression dans cette pré-saison, ou en tout cas qui m'ont le plus vraiment agréablement surpris et tout ça, c'est Marc Bernal et c'est Pau Vitor. Même si je les connaissais d'avant, je veux dire, ça veut pas dire qu'ils allaient faire une grosse pré-saison, tu vois, ils auraient pu faire des bons matchs, mais sans plus, ou tu vois, mais ils ont vraiment été très très bons. Pau Vitor, meilleur buteur de la pré-saison, MVP sur deux matchs sur 3, très intéressant à suivre son rôle. Qui a pris d'ailleurs je pense l'ascendance sur Vitor Roque, mais on va parler de Vitor Roque chez les perdants. Et ouais, Bernal m'a vraiment impressionné. Bref, donc les 3 perdants, Julian Naranjo pour moi, Vitor Roque en attaque qui s'est fait fumer par Pau Vitor. Hein. Franchement, quand on voit Pau Vitor, il a l'air d'être beaucoup plus intéressant de toute façon, et Flick a l'air d'être plus intéressé, je sais pas comment le dire, j'ai plus le mot, mais valide un petit peu plus Pau Vitor que Vitor Roque, visiblement, vu le temps de jeu, vu comment il a été important, on va dire, dans cette pré-saison, et vu les performances de toute façon qu'il a posées, j'ai envie de dire. Et le troisième perdant, mais qui n'est, je sais pas, franchement j'ai un gros doute, je dirais Mikhail Faye, parce que, et ça veut pas dire encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont direct partir dans des délires, mais Mikhail Faye, je ne sais pas, j'ai un gros doute sur savoir s'il va rester, parce qu'en fait d'un côté il a pas énormément joué. Quand on voit par exemple que, j'ai pas cité dans les gagnants, mais on aurait pu citer Dominguez aussi en défense, Dominguez, joueur de l'AB qui était remplaçant avec l'AB, qui n'était pas, après il y avait des problèmes de blessure tout ça, mais en tout cas il n'était pas passé devant par exemple Mbappé et Mikhail Faye en défense avec la B la saison dernière. Les deux étaient titulaires indiscutables, alors que là on a vu Dominguez titulaire indiscutable, voilà, pendant la pré-saison il a beaucoup joué, et l'anglais qui s'est partagé un peu le poste aussi avec Inigo Martinez. L'anglais aussi, je sais pas trop. Bon. Après, on va parler un petit peu, il y a une info qui est sortie sur la possible continuité de certains, tu vois, savoir s'ils vont partir ou pas. Mais bref, donc Faye, c'est pas forcément une déception, parce que moi j'ai trouvé que quand il a joué, il a montré des belles choses. On connaît, pour ceux qui ont suivi la B et qui ont suivi Mikhail Faye de toute façon toute la saison dernière, on connaît tous les qualités de Mikhail Faye et on sait tous ce qu'il peut apporter à cette équipe, il n'y a pas de problème avec ça. Il a été testé aussi en latéral gauche, ce qui est aussi intéressant, pourquoi pas d'avoir un profil de latéral gauche peut-être un petit peu plus défensif, parce que Mikhail Faye n'est pas Baldé, hein, c'est sûr que ça n'a rien à voir en termes de profil, c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais avoir un profil un peu plus défensif, si on a par exemple un latéral droit qui est plus offensif, peut-être un latéral gauche un peu plus défensif pour équilibrer les choses, je sais pas, mais c'est intéressant. On ne sait pas trop en fait par rapport au temps de jeu, donc d'un côté il y a le temps de jeu qui pourrait dire que Mikhail Faye n'a pas été le titulaire de Flick par exemple, quand on voit l'anglais et qu'on se dit l'anglais il va pas rester, tu vois. L'anglais il va forcément se barrer, Flick ne comptera pas sur lui. Sauf que à chaque fois il a joué, tu vois, il a joué plus que Mikhail Faye. Mais Mikhail Faye, il y a eu les blessures aussi. Il avait une gêne à la cheville, je crois, qui l'a empêché de jouer déjà contre City, le premier match. Contre le Real, il est rentré en fin de match, et contre le Milan, pareil, il est rentré en fin de match et en latéral gauche. Au final, il a joué qu'un seul match à son poste préférentiel, on va dire. Une fin de match, je sais plus exactement combien de temps il est rentré, peut-être 15-20 minutes, je sais plus. C'est pour ça que je me pose des questions sur Mikhail Faye. Maintenant, on a une info qui est sortie sur Twitter là, d'un journaliste espagnol qui a des infos généralement un petit peu à l'intérieur du vestiaire, des choses comme ça. Et il a dit qu'il y avait des interrogations sur la continuité de certains. D'ailleurs, je viens de voir que Olmo ne sera pas présenté demain, mais plutôt au Trophée Jumper lundi, donc ça tombe bien parce que j'y serai, donc c'est génial. Donc, concernant la situation de certains joueurs au niveau des départs, Julian Naranjo, donc apparemment, bon voilà, quand on voit de toute façon la pré-saison, on a vu Julian Naranjo qui a joué un match et qui a été ailier droit durant ce match, donc il n'a pas vraiment été testé en latéral, donc je pense que déjà Julian Naranjo part de trop loin pour prétendre à un poste de titulaire ou même de remplaçant en tant que latéral droit, parce qu'il n'a pas du tout joué à ce poste-là pendant la pré-saison. C'est Alex Valle qui a été préféré à lui, et même Hector Fort
Eltorfort qui est rentré et Koundé qui a joué aussi le dernier match. Donc Julian Araujo, ils vont probablement soit le vendre, soit le prêter, ça dépendra des offres, probablement des choses comme ça. Alex Vaillé, apparemment, sa continuité au sein de l'équipe n'est pas encore certaine. Donc moi, quand je vois la pré-saison, pour moi, je l'ai mis en plus parmi les grands gagnants parce que justement, il était titulaire dans cette équipe. Peut-être parce que Koundé n'était pas encore là ou quoi. Évidemment, je pense pas qu'il va être titulaire durant la saison, Alex Vaillé, sauf que il a quand même beaucoup joué à ce poste. Il a fait des bonnes performances en plus. Alors ok, il s'est fait foudroyer par Leao pendant tout le match, toute la première mi-temps contre le Milan. Ce qui est normal, c'est Leao, c'est Alex Vaillé. Je veux dire, en plus, c'est pas... Il a fait du très bon travail en tant que latéral droit, mais en soi, il est gaucher, tu vois, et il s'en est bien sorti, mais il est latéral gauche. Forcément, on peut trouver un petit peu cette excuse qui peut atténuer un peu ses mauvaises performances défensives. Mais en soi, il n'a pas été si mauvais de ça, j'ai trouvé, même si, voilà, comme je l'ai dit, Leao, c'était compliqué. Mais donc, ça m'étonnerait un petit peu que Alex Vaillé s'en aille. Surtout que je l'ai trouvé beaucoup plus pertinent, par exemple, qu'un Baldé à gauche. Même si je ne dis pas que Alex Vaillé doit prendre la place de Baldé à gauche, mais franchement, offensivement, je le trouve plus intéressant que Baldé. Dans les passes, dans les dribbles. Quand je dis les dribbles, je parle pas de prendre de vitesse un joueur. Courir plus vite que lui, ce n'est pas un dribble. C'est vraiment effacer quand tu es enfermé. Tu vas faire un crochet, tu vas faire une feinte de corps, quelque chose comme ça pour essayer de passer ton vis-à-vis. Et là, Vaillé, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et même dans la détermination, tout ça, il est pas si mauvais, je veux dire, au niveau de l'agressivité, tout ça. Il a été bon défensivement, sauf contre Leao, évidemment. Il y a aussi l'anglais. L'anglais, apparemment, il partira sauf surprise. Donc ça, moi, ça m'étonne un petit peu, mais d'un côté, ça serait logique vu le salaire qu'il a et vu le... Enfin, c'est l'anglais, quoi. Je pense qu'on se pose pas trop de questions par rapport à ça, sauf qu'au final, il a été titulaire quasiment à chaque fois, sauf contre le Real, je crois. Mais il a beaucoup joué quand même, l'anglais, et il a pas été si mauvais. Même si, bon, ça reste l'anglais, hein, il est pas non plus monstrueux, mais il a pas été si mauvais que ça. Pas si catastrophique que ça, mais apparemment, il partira. Donc voilà, ce qui est pas plus mal de toute façon. Eltorfort, on sait pas trop. Il y a eu des rumeurs comme quoi il allait peut-être être prêté. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera pas vendu. Mais peut-être qu'il sera prêté. Ça dépend à mon avis d'Alex Vaillé en fait. Tout simplement, Alex Vaillé, je pense que vu que ça parle même pas de Gérard Martin, par exemple, Gérard Martin apparemment il a laissé bonne impression et apparemment il sera dans la rotation. Il sera peut-être le remplaçant de Baldé. Ce qui fait que Vaillé jouera pas forcément à gauche. Ce qui fait que à droite, on a Eltorfort, Julian Araujo, Alex Vaillé, Koundé pour l'instant. Si on ramène Cancelo aussi, il y a une petite rumeur comme quoi on allait ramener peut-être Cancelo. Ça fait beaucoup de latéraux droits, donc il va falloir faire un peu le ménage, un peu laisser un peu de place à tout le monde, quoi. Donc Alex Vaillé, Eltorfort, peut-être ça dépendra. Peut-être qu'Eltorfort, ça serait bien de le prêter pour nous faire comme un petit peu Fermin Lopez qui a été prêté et qui a pu se développer, même Alex Vaillé du coup, qui a été prêté la saison dernière en Division 2 à Levante, qui a fait une très bonne saison et qui est revenu pour performer encore plus, je ne sais pas, mais les derniers prêts comme ça ont fait du bien. Il y a des fois on a prêté des joueurs, on s'est dit bon on verra si on les ramène, mais on les a jamais ramenés. Là avec Fermin Lopez c'était différent, et avec Alex Vaillé on verra, mais pour le moment il a montré des belles choses, je trouve. Mikayil Faye, on sait pas trop, voilà. Apparemment le club veut qu'il reste, mais ça dépendra des offres, et ça dépendra forcément aussi de son temps de jeu finalement, parce que si on dit à Mikayil Faye on veut que tu restes et tu joueras un match sur 5 et quelques minutes par-ci par-là, je pense pas que le joueur soit très intéressé par ça. Je pense pas qu'il se dise dans sa tête qu'il va être titulaire, parce que ça serait quand même... Je veux dire, vu les défenseurs qu'il y en a pas mal, ça serait quand même étonnant de le voir titulaire. Mais dans la rotation, tout ça, Mikayil Faye, moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus, c'est sur cette situation-là. Moi je préférerais garder Mikayil Faye par exemple que ce soit l'anglais évidemment ou Inigo Martinez. Quitte à avoir un défenseur central gaucher, je choisirais un petit peu l'option du futur, on va dire, sans qu'il soit titulaire. Pour moi en défense centrale, on peut avoir Koundé, Araujo s'il reste, apparemment il va probablement rester, Christensen, Koubarsi. Et si on rajoute Mikayil Faye, je pense qu'on n'est pas trop mal. Si on a Cancelo qui revient en latéral droit, évidemment. Ou qu'on signe un latéral droit vraiment top qui peut être titulaire. Parce que, comme je l'ai dit, Alex Vaillé titulaire à droite, c'est un peu léger quand même, je pense. Et pour finir, Pablo Torre, tu auras une chance de rester aussi. Je ne l'ai pas mis dans les grands gagnants de cette pré-saison, Pablo Torre, mais c'est vrai qu'il a fait des bonnes performances pour être dans la rotation. Ce ne sera pas un joueur qui sera titulaire. On a beaucoup de joueurs, on vient de signer Dani Olmo. On ne sait pas trop qui va jouer à ce poste de 10 ou faux 10, on va dire, parce qu'on va en parler un peu, mais c'est pas forcément un poste de 10 figé, quoi. Mais disons qu'à ce poste-là, là où a joué Pablo Torre, il sera peut-être dans la rotation. Et il a montré des belles choses, en tout cas. Donc on verra. Bref, on a parlé des grands gagnants, des grands perdants, on va dire. Mais on va parler un petit peu du jeu. Et ce que cette équipe m'a donné comme impression, quoi, l'équipe de flics. Je trouve ça déjà dans l'ensemble assez positif. On a vu
un jeu qui est emballant, on va dire. Et sachant qu'en plus, il manque quasiment nos meilleurs joueurs. Rajouter à cette équipe, par exemple, un Dani Olmo qui peut faire un petit peu de spectacle. Rajouter à cette équipe Lamine Yamal. Rajouter à cette équipe un Pedri, un Gavi, un Frenkie de Jong par exemple, la qualité va être plus élevée évidemment dans cette équipe tout simplement. Et ça peut nous donner un beau spectacle, on va dire. Mélangé à cette intensité dans le pressing, cette verticalité, ce jeu à toujours oser casser des lignes, faire des passes intéressantes plein axe, mélanger ça avec les dribbles de Lamine Yamal, ceux de potentiellement Dani Olmo et peut-être d'autres, j'en sais rien, mais ça peut être sympa. Donc bref, concrètement par rapport au jeu, ce qu'on a vu c'est qu'on jouait pas forcément en double pivot. Déjà, en tout cas, à la construction de base des actions, quand on part de la défense, on a souvent une seule pointe basse, un seul pivot, qui a été Bernal la plupart du temps. Il y a eu Christensen, je trouve que ça a été plutôt mauvais. Je pense que Christensen ne s'en est pas sorti du tout en 6, qu'il n'apportait pas assez avec le ballon, qu'il n'a pas ses lignes, ça j'en ai déjà parlé. Donc Bernal en pivot qui a été très très bon, et donc on n'a pas forcément joué en double pivot. Je pense que Flick privilégie aussi ce système, on va dire, en 4-3-3, qui n'est pas figé d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on fasse une vidéo, un de ces quatre, mais d'essayer de voir le football autrement. Parce que c'est vrai que beaucoup voient le football comme figé, parce qu'on voit les compos et on dit ouais, on joue en 4-2-3-1, regardez, c'est affiché comme ça. C'est pas parce que c'est affiché comme ça, regardez, avant Xavi, ils affichaient en 4-3-3 les types, alors qu'on jouait pas forcément en 4-3-3. Et là, parce que Flick, il est connu comme un coach qui joue en 4-2-3-1, d'un coup l'équipe elle est affichée en 4-2-3-1. Mais c'est pas vraiment le cas. On l'a vu là pendant les matchs de pré-saison, on a joué en 4-3-3. Donc pourquoi Flick veut jouer en 4-3-3 aussi? Parce que il veut mettre beaucoup de verticalité et beaucoup de jeu axial, c'est-à-dire on passe par le 6, par le pivot, qui va essayer de casser même les autres joueurs, les latéraux ou les défenseurs centraux, qui vont essayer de casser des lignes et de jouer plein axe. Et pour ça, il nous faut des milieux qui se baladent un peu plus de joueurs, on va dire, axiaux. Si tu mets un double pivot, on va avoir les deux joueurs du double pivot qui sont un peu plus bas, et devant, on va avoir le 10, les ailiers peut-être qui rentrent dans l'axe, le 9. Là, ça fait beaucoup plus de solutions. On a les latéraux qui écartent, les deux milieux relayeurs intérieurs, les attaquants un peu plus haut. Ça apporte beaucoup plus de solutions de passe, en fait, et avec beaucoup de mouvements aussi. C'est, je pense, pour ça aussi que Flick veut jouer un petit peu en 4-3-3. Ça veut pas dire qu'il va jouer tout le temps en 4-3-3, et ça veut pas dire que le 4-3-3 sera figé. On va en parler juste après. On a beaucoup de mouvements, voilà, et beaucoup de changements de position de la part des joueurs, surtout les milieux et les attaquants. Beaucoup de changements. On a vu Casado, Bernal, par exemple, qui se connaissent parfaitement, même avec Pablo Torre, qui échangeaient leur position. Des fois, Casado, qui était plus milieu relayeur que pivot, des fois il était en pivot, Bernal était plus haut, Pablo Torre était de l'autre côté, ils échangeaient. Des fois, Casado était milieu intérieur gauche, Pablo Torre avait changé de côté. Bref, en fait, il faut occuper certaines zones du terrain. Ça, c'est l'objectif pour trouver des solutions. Il faut occuper certaines zones du terrain derrière les lignes de pressing pour apporter des solutions tout simplement aux porteurs de balles qui essaient de relancer. Et c'est pas toujours les mêmes joueurs, c'est-à-dire comme je l'ai dit, si Casado est milieu intérieur droit qui se déplace dans une autre zone, quelqu'un d'autre doit venir dans cette zone là en fait. Chacun occupe la zone et c'est pas forcément le joueur qui est à son poste, c'est ça que je veux dire. Et ça c'est intéressant, c'est ce que je demandais, c'est ce que j'espérais un petit peu plus de l'équipe la saison dernière, qui était trop figé, qui était trop fixe. Chacun restait à sa position, ils attendaient le ballon comme ça, je l'ai déjà dit. Souvent le ballon n'arrivait pas parce qu'ils étaient déjà marqués par un joueur. Donc l'autre, il osait pas faire la passe, tu vois, le porteur de balle. Sauf que là, les joueurs, ils bougent constamment et ils apportent constamment une solution derrière les lignes les premières lignes de pressing, quoi. Et donc comme ça, soit le pivot, soit les défenseurs, ils ont toujours une solution de passe. Et ça, c'est intéressant. Et on va parler donc des solutions de passe. On a parlé du 4-3-3 avec le pivot et les milieux intérieurs. Il y a beaucoup de verticalité, beaucoup de jeu axial et beaucoup de jeu long. On a souvent les défenseurs centraux qui n'hésitent pas à envoyer des diagonales, renverser le jeu sur soit un latéral opposé. Alex Valle, on a beaucoup vu Inigo Martinez qui a envoyé des longs ballons soit sur Alex Valle, soit par exemple sur Pau Vitor ou sur Casado par exemple. Donc on a beaucoup de jeux aussi un peu en diagonale, beaucoup de passes en fait et de jeux aussi axial qui cassent des lignes vraiment. Au lieu de faire le tour du bloc,
eh ben on n'hésite pas du tout et on force même un petit peu le passage dans l'axe. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on ne voyait pas assez chez Xavi. Ça, c'est des joueurs qui osent faire des passes et casser des lignes, qui prennent leurs responsabilités. Évidemment, le fait d'avoir beaucoup de mouvements, de changements de position, ça t'apporte plus de solutions, c'est logique. Mais voilà, des joueurs qui osent en fait, qui osent casser des lignes, qui osent jouer de manière assez, dans l'axe, quoi, tout simplement. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'après, les joueurs jouent en une touche de balle. On l'a vu avec le premier but, je crois, de la pré-saison, qui était une passe. Alors, je sais plus qui fait la passe, peut-être Bernal, pour Casado. Casado dévie en une touche de balle directement. Beaucoup de jeux en une touche aussi. Beaucoup de vitesse mis dans le jeu. Avec, au lieu de porter la balle, de faire un contrôle, de se retourner, de faire une passe en retrait. Non, vraiment, on n'hésite pas à aller chercher le milieu le plus avancé. On va dire, soit le 10, soit l'autre. Bref, vous m'avez compris, hein, je dis 10 pour que vous voyez de quel joueur je parle, on va dire Pablo Torre. Mais souvent, même Casado qui jouait très haut, allez le chercher, ou même sur Rafinha aussi, le dernier but qu'on a mis contre le Milan, le deuxième, allez chercher Bernal qui va chercher Rafinha en une touche de balle, qui envoie pas au Vitor à la limite du hors-jeu. Donc vraiment beaucoup d'appels, d'appels dans la profondeur, dans le dos de la défense, et beaucoup de jeux en une touche de balle. Voilà, donc beaucoup de vitesse et de verticalité. Donc ça c'est assez intéressant. On va parler après de la possession du coup, qui est impacté un petit peu, évidemment, c'est logique, mais ça apporte un petit peu plus de folie et un petit peu plus de spectacle et un peu moins de temps mort. Et du coup, on s'ennuie moins devant les matchs, évidemment. On va parler du pressing très haut, surtout de la part des défenseurs, par exemple l'anglais. On a vu l'anglais se retrouver au milieu de terrain. Je vais essayer de vous mettre une image là, si je la trouve. L'anglais qui se retrouve plus haut que Casado, quasiment au niveau de Bernal. Au milieu de terrain, le mec, il est. Et il vient presser là, il vient suivre son joueur. J'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo, ou dans une vidéo d'avant, je sais plus. On avait juste le défenseur central qui restait, mais le deuxième central, il venait presser vraiment au milieu de terrain, il lâchait pas le gars, il le marquait, il le collait dans son dos, quoi. Donc vraiment un pressing très haut, étouffant, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Alors certains font un pressing un peu moins agressif, on a vu Gundogan, on a vu Lewandowski faire des pressings, voilà, c'était pas fou non plus, mais beaucoup pour certains, vraiment, et même un bloc généralement assez haut avec des joueurs concernés. Comme je l'ai déjà dit, on verra si quand les titulaires seront là, ils seront aussi concernés et ils sortiront un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, parce que le pressing de la saison dernière avec l'équipe titulaire, il était très mauvais. Donc on va voir avec les joueurs qui vont revenir si on va perdre en agressivité, parce qu'on sait des mecs comme je l'ai dit, hein, des mecs comme Marc Bernal, des mecs comme Casado, des mecs comme Pau Vitor, Rafinha, on le sait, c'est le seul vraiment qui se donne à fond. Mais les autres, c'est pas forcément ça, quoi. Même rajouter à ça Cancelo, j'ai dit pourquoi pas faire revenir Cancelo, mais rajouter à ça Cancelo, à cette équipe, je suis pas sûr qu'il presse comme un malade mental non plus, hein. Un mec comme Alex Vaillé, tu lui dis il faut que tu presses, tu te donnes à 100% pendant 90 minutes, tu presses, allez vas-y. Je crois qu'il va dire non, et bien sûr qu'il va le faire, c'est Alex Vaillé, c'est pas Cancelo, tu vois. Donc voilà, c'est pas pour tomber sur Cancelo, mais on l'a vu, c'est pas le plus concentré défensivement pendant tous les matchs, quoi, évidemment. On va finir par la possession, comme je l'ai dit, dit beaucoup de verticalité, beaucoup de jeu, beaucoup de vitesse mis dans le jeu, tout ça, beaucoup de jeux longs, dit évidemment moins de possession. Je vais vous donner la possession pendant les 3 matchs de City. Vous allez me dire on s'en fout de la possession, mais c'est pas pour dire c'est la fin du monde, on n'a pas eu la possession, c'est juste pour donner une info en fait, tout simplement un fait. Donc on a eu 43% de possession contre City, mais ça on l'a vu, après c'est City, c'est normal, 50% contre le Real et 51% contre le Milan. Donc contre City, voilà, c'est différent. En plus on a eu que l'équipe B quasiment, vraiment que des joueurs, bon voilà. Ça peut s'expliquer aussi par ça, évidemment. Moins de possession que d'habitude, on va dire, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de joueurs aussi, beaucoup de jeunes joueurs, je veux dire. Beaucoup de joueurs de la B, c'est pas forcément l'équipe première. Dans les premiers matchs, il y a eu énormément de rotation, entre guillemets, dans le sens où il y avait très peu de joueurs de l'équipe première, quoi. Qui sera probablement titulaire cette saison. Et puis après, on a gagné un petit peu en possession quand on a retrouvé un peu nos joueurs. Voilà. Bon, ça reste assez mitigé la possession, 50% à peu près. Mais ça s'explique aussi par, donc, comme je l'ai dit, par les joueurs qui étaient sur le terrain, mais aussi par le jeu, le style de jeu. C'est un jeu où on va moins garder le ballon et on va plus oser. Donc qui dit oser des passes dangereuses, qui dit aussi constamment attaquer, jouer long. Le pauvre Alex Vaillé contre le Milan, il en pouvait plus. Il faisait que des appels, on lui balançait des longs ballons et allez, pars, vas-y, cours. Au bout de 30 minutes, il était complètement lavé, le gars. Il était main sur les genoux, il en pouvait plus. Il faisait que de faire des courses vers l'avant. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'intensité, beaucoup de verticalité, beaucoup de volonté de jouer vers l'avant tout le temps, ne jamais s'arrêter d'attaquer, eh bien évidemment ça équilibre un peu la possession. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de phases. Alors il y en a eu, hein, évidemment, en plus, c'est ça ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu quand même quelques buts
c'est marrant, enfin c'est pas marrant du tout, mais bref, sur quelques buts, on a eu quand même des grosses phases de possession où on a eu le ballon pendant peut-être 1 minute, où on est passé à droite, gauche, on a fait tourner, essayer de bouger ce bloc-là, et on a fini par marquer, comme le but par exemple de Pau Vitor contre Real, où Alex Valle fait un centre pour Lewandowski qui essaie de marquer, il se foire complètement, ça fait une passe pour Pau Vitor. Là, la séquence, elle dure au moins 1 minute peut-être, une grosse phase de possession, et on finit par marquer. Donc ça veut pas dire que les buts vont venir que sur des longues passes et que du jeu très rapide et vertical. Ça peut aussi être des phases de possession. Ça, Flick, il est pas contre ça, il l'a déjà dit de toute façon. Mais en général, le jeu quand même est très vertical, très axial, avec des passes risquées, tout ça. Donc forcément, passes risquées et jeux comme ça dit un petit peu moins de possession. Mais qui dit aussi plus de spectacle, tout simplement. Donc on abandonne un petit peu cette possession pour essayer d'attaquer un maximum. On verra si ça fonctionne durant la saison. Voilà, là c'est vraiment des faits que je vous montre là. C'est pas des conclusions sur dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi je trouve que, on va finir là-dessus, c'est la conclusion de la vidéo. Je trouve que la pré-saison, elle nous a montré de belles choses. Un peu d'espoir aussi pour cette saison. Je pense qu'on va pas s'ennuyer. Je sais pas si on fera une bonne saison. Je sais pas si l'effectif est bien construit pour aller au bout dans toutes les compétitions. J'en sais rien. Mais ça, franchement, je reste assez content, satisfait de cette pré-saison dans le contenu, dans le jeu, dans ce que j'ai vu tout simplement. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, il y a eu une seule victoire dans le jeu, c'était contre le Real Madrid, sinon c'est 2 matchs nuls, pas de défaite dans le jeu non plus, donc ça reste pas forcément négatif. Et puis c'est des matchs de préparation, donc forcément c'est histoire de montrer en puissance, il y a la prépa en même temps, voilà. Peut-être que les joueurs aussi, faut qu'ils s'habituent à l'intensité mise que veut mettre Flick dans les entraînements et dans les matchs, mais je trouve quand même ça positif. J'espère qu'on fera une bonne saison, mais je pense qu'on peut faire de belles choses, voilà. Je sais pas ce qu'on fera, je sais pas, on verra. Moi, mes objectifs, je les donnerai dans peut-être avant le début de saison, dans une vidéo, on fera un petit peu les objectifs de la saison, mes objectifs personnels, enfin moi, ce que j'attends de cette équipe, mais je pense quand même qu'on peut faire de belles choses. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, dites-moi dans les commentaires. J'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que demain, je sortirai ma vidéo analyse sur Olmo. Je vais me sélectionner quelques petits matchs, quelques séquences, et on verra un petit peu ce que Olmo peut apporter à cette équipe du Barça. Bonne journée à tous, ciao ciao.